grosses fêtes de la douleur. Ça n'est pas mon initiative, mais en tout cas, je m'y rapproche. Moi, je m'appelle Thierry Fouquet, on était des animés, des conférences, des colloques, etc. Et le docteur Watier m'a proposé voilà, cette formule originale que j'ai plaisir à animer. Je ne suis absolument pas un spécialiste de la douleur. Je ne suis qu'un modeste citoyen qui a peut-être rencontré la douleur, personnellement ou avec des proches. C'est un sujet qui a quand même eu un impact sur ma vie, donc ça m'intéresse. Et puis, tout ce qui touche autour du décilotage des disciplines dans ce pays m'intéresse beaucoup. Je me rends compte que plus les situations sont complexes, plus on décilote les expertises et qu'on les met en commun, ça c'est marrant. En général, ça marche mieux. Donc quand on a discuté ensemble, j'avoue que ça m'a beaucoup intéressé de participer à cette expérience au Première mondiale parce que cette équipe a envie de changer peut-être ou de tester de nouveaux modes pédagogiques. Donc vous êtes un peu de cobaye cet après-midi, donc votre retour va être intéressant à la fin du film. Bien évidemment, vous connaissez peut-être le principe des transferts. Le principe, c'est qu'il y a un animateur bedonnant vieux qui pose des questions à des experts, plus ou moins auditeurs, d'ailleurs, de la question. Comment? Plus ou moins bedonnant, ça, mais là, vous avez vu. Il y a du gainage, quand même. Il y a du sportif. Et l'idée, c'est que, alors là, on a un petit peu changé la règle du jeu, c'est que n'hésitez surtout pas à l'évocation de différentes questions qui parfois ne sont pas prévues, qui, j'espère qu'en temps, sont un peu impertinentes, comme un citoyen lambda qui ne connaît pas la question qu'il peut poser, hein, tout le monde pose des questions, forcément. Donc, voilà, ça va être le principe de ces 2 heures. Donc, si à un moment donné, vous voulez apporter votre propre réponse, surtout, n'hésitez pas, il n'y a jamais de réponses qui sont à côté de la table, qui sont forcément intéressantes. Alors, pour peut-être déjà vous présenter nos différents intervenants, bien évidemment, alors je peux faire un protocole, peut-être par ordre de rencontre, donc Jean-Michel Watier, qui est docteur chef de service du centre de la douleur, donc sa carte biologique dit qu'il est un peu spécialiste de la question, donc c'est très bien. Florence Beaucoin à ses côtés, praticien hospitalier, médecin de médecine physique et algologue. Jean-Michel Lecorne, chef de service de la consultation de douleur à l'hôpital de Lens. Voilà, vous êtes ensemble, hein. Et par contre, c'est Jean-Marie. Oui, Jean-Marie. Jean-Michel. Jean-Michel, c'est quoi? Jean-Marie. C'est ça, mais vous bossez d'abord ensemble. Et puis le professeur Gilles Lebuff, qui est coordinateur de la clinique anesthésie et réanimation de Durier. Nous sommes dans les lieux. Donc, on n'a pas du tout répété, on ne s'est jamais vu, je pense. Voilà, donc j'ai plein de questions qui m'ont été proposées, etc. Donc, je vais piocher gentiment dans tout ça. Pour vous les poser. Et c'est bien, on va commencer, ça va être la minute culturelle de cet après-midi. Qui a dit « Je le soignais, virgule, Dieu le guérit ». C'est joli ça. Alors, là, il y a des choses qui vont aller au Monaco. Ça, peut-être dans un moment d'extase. Je le soignais, Dieu le guérit. Jean Gabin. Bien sûr, alors, il a gagné. Ok, le champagne, je suis responsable. Après aujourd'hui. Alors, pourquoi j'avais envie de commencer avec celle-là? Encore une fois, je suis un tranquille débile, mais je me suis dit, il y a quand même dans ce pays et globalement dans la culture judéo-chrétienne, quand même un rapport un peu spécial à la douleur, quoi. Quelque part, je me dis, on m'a toujours dit que il y a peut-être une douleur ou deux que je méritais, quoi. Parce que j'ai quand même fait par le passé des bêtises et que moi, humain, je dois quand même travailler, oui, donc ça, c'est la notion de travail qui a plus longtemps été considérée comme l'expiation. C'est pour ça d'ailleurs que les gens pourraient donc bref, est-ce qu'il y a un rapport presque philosophique à la douleur, je sais pas, c'est ça ce que je suis en train de raconter, ça me dit quoi, c'est calme. Prenez la parole, je vais me pense. Allez, c'est Michel, en plus, philosophique, oui, Essayez de parler bien fort tout de même pour qu'on puisse profiter.
Si on écrase. Ça dépend de leur culture de l'homme. Nos originalités, elles doivent dans la respect, nos originalités, dans leur société. Et c'est vraiment là, parce que moi, ça m'a interpellé dans les conversations, c'est de dire si j'ai mal là, ça n'a peut-être rien à voir avec le là, quoi. Et que la douleur peut avoir, et c'est un peu ça le sens de ma première question, un peu générale, parce que je pense que vous êtes tous les quatre, vous avez envie de sensibiliser vos interlocuteurs sur cette question-là. Donc, mais quand même, je reviens à cette histoire de philosophie, quoi. Est-ce que. Parce que là, je vais être peut-être un petit peu provocant, c'est vous qui êtes peut-être des gens en situation d'être soignants ou peut-être étudiants, je vois évidemment à vos âges. C'est que, encore une fois, la douleur, c'est un truc qu'on a envie de soigner, quoi. Est-ce qu'on la soigne par un médicament, par une prescription, par un arc chirurgical, est-ce que c'est que ça, etc. C'est essayer de caractériser ce que peut être cette problématique de la douleur. La philosophie et les soins. Ça disait, la douleur, c'est la vérité. C'est la différence à des pratiques personnelles. Je suis très honnête. Mais c'est pas tout à fait idiot. Parce que il y a toujours. Enfin, c'est ce qui explique, parce que c'est une philosophie, ça. Donc, il disait que c'était dans la douleur qu'on retrouvait la vérité. Et par rapport à notre éducation judéo-chrétienne considérée comme telle, il n'y a que Pie XII qui a commencé à dire que la douleur n'était pas quelque chose d'indispensable, que ça n'était pas un besoin d'invention, et que, effectivement, il était légitime de soigner la douleur. Donc, Pie XII, c'est quand même pas très neuf, c'est juste avant-guerre, c'est avant la dernière avant-guerre, si je me souviens. Donc, quelque chose qui a toujours été du domaine de la rédemption, qui a toujours été du domaine de ah oui, j'ai fait quelque chose de mal et je paye. Et effectivement, peut-être que nos patients, ils payent toujours, et peut-être qu'ils ont toujours cette. Même si c'est plus exprimé, parce que bon, l'affaire de la religion, c'est atténué, peut-être qu'il y a toujours ce fond qui existe. Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose pour avoir cette douleur? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On est en train de culpabiliser les obèses. On se fait d'un médecin des masses, je sais pas combien, ça y est, boum. Et moi je suis frappé, et je crois qu'on est tous frappés chez les obèses. On a fait une évaluation de la douleur. Ils sont pas mal ou pas? Ou pas beaucoup? On a vraiment l'impression qu'ils payent leur par l'intermédiaire de leur. Parce qu'ils sont obèses, ils payent en termes de douleur. Je sais pas, c'est du. Michel, c'est ce que je disais ce matin, dans mes études, on prend en compte le côté ethnique. Oui. Mais les jeux, il y a des gens en fait, c'est-à-dire qu'un animiste, un bouddhiste, un musulman, il y a des variations. Parce que la douleur étant une expérience émotionnelle, déjà il y a le mot expérience qui fait qu'on a une expérience collective en fonction de l'endroit où on vit dans le monde. On a les savoirs, et c'est ça qui est important à décrypter. Bon, c'est malheureusement pas décrypté, je pense que ça sera en tout cas pas en France, parce qu'on n'a pas fichu les faits. Mais si on prend aux États-Unis, c'est plus facile, hein, c'est l'anthropologie. Si on prend les Américains, Africains, qui sont de première génération, on sait qu'ils sont globalement plus douloureux, qu'ils ont des comportements particuliers face à la douleur, ils vont être plus consommateurs de morphine, par exemple, alors que si on prend la deuxième génération, ils sont complètement inculturés. Ils récupèrent la culture de New York, ils récupèrent, voilà. C'est des phénomènes qu'on n'appréhende pas et qui pourraient être intéressants à étudier en tous les cas. Après, ça a eu une utilité aussi, la religion, quand il y avait peu de moyens médicaux pour soigner, l'appartenance aussi et la référence à Dieu, c'est aussi mourir en vivant la même souffrance que Dieu, mort sur un peu le Christ est mort sur la croix. Ça permettait de passer un cap aussi, et du médecin de passer au religieux, passer la main au religieux. Donc là, la religion, c'est un soin. Elle pouvait aider les gens, et c'est des fois aussi pour ça qu'ils s'y rapprochent, ça peut aider.
Pendant très longtemps, la médecine d'ailleurs suivait à peu près ce que disait la religion. C'était, on a toujours été quand même, tout ce qui était médical, il devait se référer à ce qui était accepté par les religieux. La religion catholique, c'était beaucoup comme ça. Il y avait beaucoup d'interdits. de soins, quand même. Il y avait quand même des techniques de soins. Oui, mais ça a toujours été. Ça fait très longtemps. Oui, alors c'est clair. Il y a pas mal qui sont tombés dans les volets parce que c'était des soins. C'était le type de gens, puisque les femmes. On va en parler en janvier. Autre question pour ouvrir le débat, la pire douleur est celle qui, à aucune minute, ne fait espérer la mort, mais dégoûte sourdement de la vie. C'est un acteur? Non, C'est vous le thème? c'est un fils de. Et il s'est passé avec non. Ah, ça va plus. C'est donc ça, il commence par c'est bon. Ressent. Non, c'est l'autre, c'est gentil. Le fils, justement, des mots ressent. Est-ce que c'est quelqu'un qui a renseigné, a été intéressant sur le d'abord de la couleur, pas plus que ça, donc c'est juste le sourire. Alors, juste moi, pourquoi cette phrase-là, elle m'a un peu touché, c'est que j'ai l'impression qu'autour de la douleur, il y a beaucoup de silence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent des douleurs dont ils n'osent plus parler parce qu'ils ont rencontré parfois un médecin généraliste, moi l'idée de tuer personne en vie, voilà. Mais qu'on se rend compte que l'expression d'une douleur, vous comprenez, parce que j'ai quand même eu 2-3 bricoles avant de venir, peut être plusieurs années, hein. C'est ça, dans ce que vous réalisez dans les parties. Les gens se taisent et vivent avec cette. Ils se taisent aussi parce que la douleur, c'est du C'est aussi parce qu'on n'a pas écouté, on se plante plusieurs fois et qu'on n'a jamais répondu aussi à la plainte. Parce que les personnes de la victime, par exemple, Ça finit toujours par là. C'est un problème, c'est que. Oui, après, pour la douleur, est-ce que c'est. Comment elle est fort? Merci, Moi, j'ai l'habitude de dire que de toute façon, quand on va interroger un malade pour savoir s'il a mal, il faut s'y prendre plusieurs fois. Parce que je pense que pour encore un grand nombre de gens, c'est normal d'avoir mal. Et donc, si on veut vraiment sentir que les patients expriment leur douleur, il faut vraiment les questionner, bien les titiller. Et puis on pose la question simplement comme ça, vous avez mal, oui ou non, les gens répondent. Ils viennent pour ça. Oui, chez vous, oui, mais au quotidien, quand on en a des malades dans les lits, ou qu'on les voit en consultation. Est-ce que pour soigner la douleur, vous pensez qu'il faut dire pourquoi t'as mal, comment t'as mal, ou est-ce qu'il faut lui demander juste Comment ça? dis-moi, oui. Vous allez lui dire, je sais pas comment vous pratiquez ça. Qui vient avec un mal, vous vous focalisez, parce que j'ai mal ici avec la raconte-nous. C'est ce que je dis. J'ai raconté, moi. Voilà. C'est ce que Florence dit. C'est un livre raconté. On dit qu'on ne parle jamais de douleur. On ne parle pas de douleur au début. Et il y a un truc bizarre, c'est que moi je suis persuadé que si on filme les gens pendant la consultation, ça sera encore plus instructif. J'ai pris une fois une expérience pendant la consultation avec une personne, j'étais avec une collègue de psychologue, et ce jour-là on s'est dit c'est pas possible. Elle m'a rien dit, elle a passé son temps à observer, dans un moment d'intuition qu'on appelle presque peu la moitié du dialogue. Et on s'est demandé s'il ne voulait pas mettre jusqu'à
ou ne serait-ce qu'un photographe, parce que Jean-Michel, vous avez travaillé avec un artiste qui a pris des photos, alors là, on ne voit pas absolument etc., mais il y a plein de photos extraordinaires de visages qu'on a vécu justement pendant des consultations, ça va dans le sens du public. C'est ce que je faisais partie d'un travail que j'ai initié, c'était tous les patients, est-ce qu'on est capable de voir sur un visage en photo d'identité, photographié en photo d'identité, pour de voir un visage qui exprime la douleur. Et donc, on demandait à des patients, à des non-patients, non douloureux, d'être photographiés. Alors, évidemment, j'ai été j'ai encore tous les avances. Et est-ce qu'il est douloureux, est-ce qu'il n'est pas douloureux? Et je m'amuse à faire ça. Alors, il n'y a pas les infirmiers anesthésistes maintenant, mais je me suis amusé à faire ça chez en cours, les infirmiers anesthésistes. Donc, je leur passe les visages des patients, douloureux, pas douloureux. Est-ce qu'on est capable de les reconnaître? Rien que sur la bonne ligne. Il y a 52 visages, le maximum de reconnaissance, c'est 30. On ne réussit pas. Effectivement, il n'y a pas d'expression particulière. Par contre, il y a un comportement. Le comportement, tu vas l'analyser quand tu reçois ton patient en consultation. Tu vois comment il s'assoit, au sein de la salle d'attente, etc. Tout ça, tu vois. Par contre, si tu prends une photo d'un visage a priori neutre, tu vois pas. C'est là où c'est intéressant. C'est qu'il y a des masses, etc. Et donc, il y a un CD où on a ramassé que les patients douloureux. Et là, c'est la série. Il y a deux petites phrases. On fait bien rire, on peut vraiment faire bien aussi. Une pomme par jour éloigne le médecin, virgule, à condition de bien visser. Et l'autre, ah bon, non, ça aurait pu. Je faisais des poches avec ça. C'est plus ancien. Quelqu'un qui a des bons mots aussi. Une philo historique. C'est Wilson Churchill. Et la deuxième que j'avais envie de vous livrer, et après ça va être une question en rebond à ces deux phrases. La morphine a été inventée pour permettre aux médecins de dormir tranquille. C'est ça, chacun. Non, mais je trouve ce qui est intéressant, pour une fois, dans ces impertinences, c'est de dire si j'ai mal, si je vois des tas de spécialistes qui ne m'écoutent pas ou qui regardent juste là où j'ai mal, au bout d'un moment, je vais aller voir le dernier chaman de mon village, je vais aller voir des choses, je vais peut-être me mettre en danger avec des pratiques qui sont en train d'arriver dans tous les sens, hors contrôle, etc. Et voilà, parce qu'à un moment donné, la médecine dite traditionnelle ne va pas écouter, n'a pas donné de réponse à rien comme un gros risque, ça. Il y a un rythme de ne pas connaître la réponse à la réponse. C'est souvent quand on est parti à la réponse qui est donné par le patient lui-même. Quand on prend le temps, c'est rare que le patient ne donne pas le diagnostic correct. C'est que lui aussi, quand on discute pas, on l'écoute assez souvent. Il y a aussi peut-être qu'il y a un problème d'écoute. Il y a aussi le fait qu'un patient au niveau chronique peut mettre en difficulté le médecin. Le message. Pas toujours. Après, est-ce qu'on est capable de tout entendre? Sans écoute, amène à aller voir d'autres personnes qui n'ont pas compris. Je pense que vous pouvez aller un peu plus loin dans la difficulté en tant que médecin à écouter. Enfin, on les laisse parler en consultation, ça nous amène à l'interactuel dans des domaines de l'extérieur du médical. On est prêt à entendre des choses qui nous heurtent, qui peuvent nous heurter, notre prise en charge. J'ai un exemple de patient qui a eu peur de genou. Moi, j'étais bien câblée alcoologue, elle avait des petites douleurs neuropathiques, j'ai fait une petite médicament, rien ne fait, puis vraiment rien ne fait. Je fais la dépression médicale parce que plein d'effets secondaires. Et en fait, elle est ensorcelée. Est-ce que je suis capable d'entendre ça? Est-ce que je suis capable d'arrêter ma prise en charge? Est-ce que je suis capable d'aller plus loin dans sa culture de sorcellerie? Après, c'est un exemple, mais ça peut changer.
Allez, tout ce qui est accident de travail, tout ce qui est accident de voie publique, en cours de procès, tout ça. Donc, ce phénomène-là n'est pas géré. Il reste toujours cette douleur qui est en train d'entretenir tout jusqu'à ce que le procès, je ne sais pas si vous avez eu. On a raconté l'histoire qu'on a racontée, le type s'est fait écraser le pied sur un passage piéton avec une voiture sans permis. Non, mais c'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Pour le patient qui se fait bloquer, alors effectivement, c'est un patient plus de une vingtaine d'années, plus vieux en tout cas que le chauffeur, qui est évidemment jeune, qui conduisait évidemment sans permis, qui était évidemment bourré, et donc le type se fait écraser le pied, et puis ça traîne, meurt évidemment, et on ne se sortira jamais de son expression symptomatique de la douleur, qui est réparée radiographiquement parlant, et que physiquement parlant, fonctionnellement parlant, ça va à peu près. Mais il y a une question que je me pose tout le temps, combien de temps la prise en charge assurantielle va durer? Parce que c'est le seul moyen, sa douleur, le seul moyen qu'il ait pour exprimer et espérer obtenir réparation. Donc il faut absolument déjà. S'il a du mal, c'est pas de réparation. Et donc, quand on voit qu'un procès, ça met 7 à 10 ans pour s'arrêter, pour être définitif, pendant 7 à 10 ans, il est bien évident que je peux bourrer le médicament et que je peux faire des tas de choses, mais ça ne servira pas à grand-chose parce que le désespoir qu'il a par rapport à la réparation qu'il souhaite obtenir, il ne l'obtiendra que par la permanence de sa pathologie douloureuse. Donc là, on a trouvé une partie de sa douleur, c'est le sentiment d'injustice. Quelle est la franchise de bénéfice? Mais je crois qu'il n'y a pas de bénéfice. Quand même. C'est juste secondaire financier de. Non, parce que je dois être réparé. S'il y a un gros tête, il change de débat. Je ne pense pas que ce soit un bénéfice secondaire, c'est parce qu'il est dans un système sociétal qui fait que s'il pense devoir avoir réparation, il va essayer d'obtenir par n'importe quel moyen. Il est légitime qu'il y ait une réparation par rapport à l'accident qu'il a eu. Donc, Mais on en a qui peuvent avoir quand même des bénéfices. il y en a qui peuvent avoir des bénéfices secondaires. Parce que tu as quand même des gens en accident du travail qui, au bout d'un certain temps, ils ont bien compris que les assurances allaient suppléer, qu'ils gagnaient plus à rester chez eux qu'en temps de travail. Il y a quand même un peu de bénéfices secondaires à un certain nombre. Mais il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices secondaires et des. Ah, Ils se paient. C'est une peur de se reprendre. C'est un accord d'entretien. Il y a une peur de se reprendre s'il y a pour un système qui ne convient plus à la personne et qui ne sait pas s'en sortir ou tout l'autre chose. C'est un bénéfice. Après, c'est. Ouais. Ou bien il te dit, attendez-moi, juste je finis ma procédure. Quand on propose que Bon, je bien, lâche, ce sera par fini. exemple, grâce à l'oubli, tout ça, il fait la thérapeutique, il commence à s'améliorer. Oui, j'ai le rendez-vous dans 2 mois, ça ne va pas. Si je suis guéri, ça ne va pas. Donc, il y a l'effet bénéfice secondaire. N'hésitez pas dans la salle si vous voulez partager un témoignage de ce que vous avez vécu, une difficulté avec un patient. Enfin, on est surtout pas dans le jugement. Il y a besoin de reconnaissance et de bénéfice secondaire. Il y a les deux. Il faut remonter d'ailleurs, puisqu'en fait, il y a un blocage de 3 ans. Le pourcentage de gens qui aient brusquement participé à une situation de douleur chronique juste avant de faire des droits. Parce que est-ce que quelqu'un qui considérait les processus associatifs extrêmement longtemps, est-ce que donc finalement il se désocialise eh bien, on arrive malgré des subventions à les remettre au travail, s'ils arrivent à se re-socialiser après la décision judiciaire qui peut aller dans le sens. A priori, oui, c'est certaines. Alors, nous prenons l'activité professionnelle, quand elle a été arrêtée de travail en 10 ans. C'est raté
pendant 1 an. Au bout d'1 an, il n'y a pas de reprise. Ça, c'est problématique. Oui, mais c'est quasiment la même chose pour tout le monde. Ah non, c'est Oui. Un Belgique qui a eu un âge assez travail, il ne reprendra pas, ou pas dans les conditions normales. En termes de grande date historique sur la douleur, il y a eu le Picou, merci. En fait, quand on regarde, c'est vrai que les dessins règles aussi, j'en parle déjà, etc. Et 98 ans, pourquoi c'est une date importante? Vas-y, France, vas-y. 1998. C'est là. Ah ouais, c'est déjà notre chose. C'est vrai aussi. Et c'est important, visiblement. Ouais, c'est le bon. Hein? Bonne réponse, c'est le premier. C'était le premier. C'est le coucher ou coucher? Non, j'ai Bernard. Il y a pas tout ce qu'on a dit avant. Non, C'est 93 ans. Il me semblait qu'il y a eu une lettre d'intention. Qu'est-ce que ça a apporté? Au moins, on va voir dans les textes. On verra dans la réalité. Selon ça, invraisemblable. La douleur n'est pas une Structuration. Structuration d'alcool. C'est quoi? C'est quoi le. La douleur doit être traitée et elle doit disparaître. La douleur des oesophagés, elle peut être au plus long. Voilà. Donc, les patients ont traduit ça, j'ai mal, il me faut quelque chose. J'ai droit à lever, j'ai droit et je dois avoir quelque chose d'efficace. Et le problème, c'est que l'efficacité dans la douleur, c'est qu'on n'a pas le temps de douleur. Donc, ça a été le premier compte triennal qui a permis d'avoir des infirmières de douleur. Donc, je spécifie l'infirmière de douleur, la création du les unités de l'âge. 25 août 1993. Quoi? Douste-Blazy. Merci. Dis-le plus haut. Donc, déclaration de Philippe Douste-Blazy sur les traitements de la douleur, Paris, 25 août 1993. C'est vrai, c'est même plus. Et on a plutôt dit que c'est 1998. Oui, c'est ça. C'est pas du tout. Tu m'as dit que c'est le premier. Alors, ouais, c'est. Il y a litige à la question. Je me souviens de ça, il a. Mais il n'a pas d'imagine ensemble. Mettre l'attention. Bon, c'est là que je vais quand même vérifier si les vrais spécialistes n'écoutaient pas du commun. Donc, diagnostic. Je suis paraplégique T3 depuis très longtemps. J'ai des douleurs sous-lésionnelles. Depuis plusieurs mois, je lâche des objets et surtout j'ai mal dans les trapèzes. Que faire Madame Beaujean. Ça va pas les mains. J'ai une super réponse vachement plus comprends pas les gens, mais ça doit être sérieux comme réponse. Elle est donc hémiplégique, non? Paraplégique T3 depuis très longtemps. J'ai des douleurs sous-lésionnelles. Depuis plusieurs mois, je lâche des objets et surtout j'ai mal dans les Si trapèzes. elle allait venir, j'ai des douleurs sous-lésionnelles, c'est qu'il est. Allez dans la partie. Voilà, c'est la Exactement là, sous-lésionnelles, elles commencent à l'âge du domaine. C'est un Louis. Je précise que toutes mes réponses ne viennent pas du chat de GPT. Moi, la réponse qu'on m'a donnée officiellement serait un IRM moléculaire à la recherche d'une syringo. Il est trop fort. Bravo, Pierrot. Recette, c'est un chèque de 200 euros. 300. Et je suis ami avec Madame Belle-Père de. Deuxième, un peu plus long, un peu plus compliqué. Je travaille à temps plein, je suis fatigable, indépendant dans la vie de tout. Monsieur Mathieu, le féminin, j'arrive en consultation de la douleur en marchant sans grande difficulté. J'ai une discrète maladresse quand je découpe mon chemisier. Je suis pas responsable de ça. J'aime être accompagné pour les rendez-vous qui me demandent une concentration
Plus important, je vous demande de faire quelque chose pour moi, car je n'en peux plus, mes douleurs sont atroces et permanentes. De quelle origine et quelle localisation pourraient être les douleurs? Vous avez 2 heures. Elles ont 2 heures à l'écouter. Elle déboutonne sur la chemise. Ah oui, mais elles sont ces douleurs. Elle est maladroite quand elle déboutonne son chemise. Oui, mais tu peux Je la faire vois la moitié. Droite, droite. Et corporelle droite. Et ni quand on va le droit, ça me va. Donc déjà, c'est quelque chose qui semble Doucement, elle a 45 ans. Elle fume. Sébastien, fatigue. Non. Elle a fumé, elle prend la pilule de la démigraine. Qu'est-ce qu'il pourrait. Ouais, très bonne réponse. C'est quoi? C'est un AVC à l'âge de 38 ans. AVC thalamique gauche. Trouble de l'attention post-AVC. Séquelles sensitives profondes de membre supérieur droit. Cliniquement, allodynie du membre supérieur droit, brûlure permanente du bras droit, douleur énervante. Et ça vous inspire c'était un nouveau patient à la médication. Oui, je l'adresse à l'imbo. Je pense que vous allez avoir un carte de rendez-vous qui est déjà plein en tout cas. C'est quoi en gros les moyennes? 6 mois? 9 fois. Mais ça me laisse serrer, ça me parle de ça. On fait un bloc, on Bon, moi, je rappelle qu'on avait un neurochirurgien pour envisager quand même une institution pour la faculté d'économie. Non mais, moi je suis d'accord, vous avez évalué en réunion multidisciplinaire avec Serge Bleu. c'est intéressant sur votre discussion-là. On l'a un peu évoqué depuis le début. Là, je partage juste mon expérience, qui n'est pas la douleur chronique, mais qui j'ai une sœur qui a une sclérose en plaques qui lui a permis d'avoir 3 enfants. Elle n'est pas dans un fauteuil, etc. Mais avec des crises successives, des remises. Bref, elle a une très belle vie, elle a moins plus que moi. Mais alors, par contre, son parcours médical, c'est une transfert. C'est fait, mais des individus par le public qui commencent à être agacés par l'incompréhension. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti, vous, dans vos pratiques? Est-ce que vous l'avez vous le voyez parmi vos collègues? Parce qu'un médecin qui ne sait pas, c'est quoi qui est un câble. C'est vrai que c'est pas dans votre nature, c'est pas dans votre formation. J'ai un problème. Et en plus, vous le disiez, ça peut bien se rajouter peut-être par un effet consommateur qui fait que ça accélère chez nos concitoyens, qui veulent en plus leur dire la douleur, il y a un médicament, on donne un médicament. Et c'est pas ça le cœur du truc, quoi. C'est pour ça qu'il faut des psychologues de la consultation de la douleur, pour soigner les médecins. Le psychologue et le psychiatre dans une consultation de la douleur sont, à mon avis, autant utiles au médecin. Il y a des moments Dans la durée. pour recevoir ça. Et votre technique, bon, moi, c'est l'occasion de savoir un petit peu les problèmes qu'on a actuellement. Il y a 10 ans, cette femme-là, je leur ai envoyé, soit je lui donnais des noms, soit à M. Pelosi, soit à l'équipe de CEJA, pour avoir un avis chirurgical et envisager une implantation. Et on ne peut plus. Et on ne peut plus parce qu'il n'y a même plus de matériel en main. Il y a plus de matériel. Les 2 laboratoires qui faisaient les sondes nécessaires pour l'estimation quantifiable ont jugé que c'est dans leur métronique qui a arrêté le premier et un autre qui a arrêté le deuxième, ont arrêté parce que pas suffisamment. Et donc maintenant, il n'y a plus de possibilité de stimulation quantique. Est-ce qu'on ne peut pas proposer tout? Parce que là, c'était une première consultation pour cette dame qui elle était déjà sous traitement, ou alors c'est à la possibilité. C'était tout ce que Florence avait expliqué.
Les explorations qui sont données, c'est Non, non, mais les arbitrages, on peut aussi mettre en informatique. Oui, mais je vais les contre-indications. C'est le bras qui en met quand on peut. Après, on sait pourquoi elle a mal. Oui, on est d'accord. pardon, on sait pourquoi elle a mal. Et sur leur tableau central. Mais l'hépatique centrale. C'est les sons cervicales, les sons interfécales. Et les cathéters. Et les cathéters. On peut mettre aussi en informatique. Et tu mets une distance. Oui, on a c'est des 80 cm. Et comment tu vérifies la position? La souris, à la radio. Et ça se met en place. Autant qu'on veut. Et le risque infectieux? Et le risque infectieux, donc là, eh bien, Jean-Marie donne une expérience. Moi, j'ai des pompes qui ont 30 ans. C'est pour ça que je lui ai passé la parole. C'est l'avantage d'être un petit peu plus âgé. Oui, c'est ça. C'est ça le pour les pompes, alors, en fait, moi j'ai appris à poser des pompes avant de faire la stimulation, parce que je suis arrivé par la famille des pompes, je suis allé apprendre en Allemagne, en 1985, à cause d'un médecin anesthésiste qui était monsieur Dalé. Et en Allemagne, je suis allé apprendre chez un type qui était dans le pays de la saucisse, à Francfort, qui existe toujours d'ailleurs. La saucisse. Et il a rien de la neurochirurgie allemande parce qu'il s'appelle Kouzakis. Et lui, il traitait les douleurs chroniques, qu'elles soient d'origine post-chirurgicale, lombaire, dans la chirurgie ou autre chose, uniquement par peur. Son raisonnement, c'était simple. Douleur unilatérale, stimulation, douleur bilatérale. Ce qui fait que chez les patients qui ont commencé à avoir des douleurs traitées, douleurs chroniques traitées, douleurs qu'elles sont cancéreuses, par les pompes, et j'en ai dans l'eau qui. Alors, il y en a une qui a mourir, c'était ma plus vieille. Et c'était un refus de stimulation de chirurgie abdominale, et qui a eu une pompe un peu plus de 35 ans. Elle n'avait qu'une confine. En thoracique. Et elle était montée dans sa classe sans faute de problème. Et ça a fait des. Alors ça a fait à la fois des progrès et des. À ce moment-là, les pompes qui étaient. La pompe de 35 ans, même la pompe avait 35 ans, puisque. Oui, voilà, elle marche. Mais les super marqués dans les labos, il n'y a pas d'électricité. C'est des pompes qui marchaient au butane. Le seul truc, c'est qu'il ne fallait pas que le malade soit. Il ne fallait pas passer au four. Ça, c'est un ça sautait. Mais les pompes, c'était une compression de gaz. Il n'était pas c'est des grosses têtes. Pour relancer une petite question facile, je pense. Qui a dit Entrée. On a fini par la réponse. Bravo, je vais applaudir. J'ai eu la patiente. Qui a dit, alors c'est pas forcément mon frère, mais il faudrait quand même que la prise en charge de la douleur puisse trouver une place dans la médecine péri-opératoire. Parce que là, on est quand même, voilà, sérieusement au cœur du sujet qui va intéresser les gens qui sont là dans la salle. Là aussi, hein, quand on dit du béotien qui aborde la question, qu'encore une fois, il y a le réal qui fait son super boulot, le chien qui fait son super boulot, voilà, le robot, de quelques semaines, il range du but, tout va bien. Et c'est là que parfois ça se dit. Et c'est là qu'il manque peut-être un lien, parce que c'est là que je peux avoir la douleur, que je peux la cacher pendant celui qui avait été envoyé. J'ai 6-7 ans. Et en plus, quand je me rends compte au bout de 6-7 ans, je mets 9 mois par un rendez-vous avec un handicap. C'est comme ça, votre chat, vous êtes à 9 mois.
Donc, comment on peut améliorer ça, quoi? C'est quoi les ingrédients de base pour... on est entre nous, hein, dans les choses. Voilà, Franchement, ce que je pense. On a ce matin, on a eu la réponse grâce à vous. La réponse se situe vraisemblablement dans les alentours du 15e jour post-opératoire. Et il se trouve que c'est le jour de la consultation contrôle du chirurgien. Et le chirurgien devrait savoir que quand il y a une douleur, il y a quelque chose. Et c'est pas parce qu'il a bien fait son boulot que les choses sont terminées. Le problème se situe là. Comment se situe là? Au point où j'ai essayé de travailler avec les orthopédistes avec lesquels je travaille, en disant, ben voilà, quand au 15e jour, vous avez la recherche, c'est un début de boulot, essayez de ne l'envoyer aucune. Je pense que c'est là qu'il y a un problème. Il faut leur dire, quand les patients ont le 15e jour, je ne sais pas de votre faute, et là, parce que ils culpabilisent. Et que le traitement est dur, mais en fait, ils culpabilisent. Et que le traitement ne repose pas que sur du paracétamol. Parlez plus fort. Je pense qu'actuellement, on commence à bien identifier les profils de patients qui peuvent justement présenter des profils douloureux anormaux, plus ces notions de trajectoire douloureuse qui sont bien identifiées, mieux identifiées, bien identifiées. Après, c'est encore un message qu'il faut faire passer, parce que la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de prévention. Beaucoup de chirurgies induisent des douleurs à distance, donc ça présente une masse des patients pour le monde, à une période où on est quand même en termes de ressources médicales dans de nombreuses spécialités. Et donc finalement, de but en blanc, quand on annonce ça à des collègues, médecine périopératoire, l'implication des médecins l'implication des médecins généralistes, il y a un peu de crispation parce qu'ils disent mais comment on va faire? On est déjà débordé, on n'est pas assez dans les services, on n'est pas assez dans les centres de la douleur. Donc finalement, on a un constat de sinistrose qui est un peu gênant. Mais pour autant, il ne faut pas ignorer ce souci de patient. Un message à faire passer, c'est d'abord essayer de rentrer dans les pratiques d'identification des patients à risque de présenter ce type de douleur et d'avoir une attention particulière à des traitements douloureuses qui sont pas tout à fait précis. Et alors, est-ce qu'il faut identifier aussi les chirurgiens à risque? Il y a des chirurgiens à risque, mais en tout cas, en parlant de chirurgiens, c'est probablement en effet, si on parle de la douleur post-opératoire, on a une différence. Les personnes qui revoient la plupart du temps de manière systématique en patient après la chirurgie en un délai de 15 jours à 6 semaines. Donc il y a une population médicale qui revoit le patient. Donc il y a une éducation à faire auprès des chirurgiens, en ciblant probablement certaines chirurgies qui sont revues de telle sorte à ce qu'ils puissent identifier ces patients. Mais après, une fois qu'ils sont identifiés, ce n'est pas eux qui vont prendre en charge la douleur, sauf s'il y a une indication chirurgicale, et donc il faudra leur proposer des certifications. Ils pourront soit être en référence avec les médecins généralistes, soit avec des structures dites intermédiaires qu'on essaie de mettre en place, qui vont relever éventuellement des médecins animateurs, puisque donc il est aussi un médecin, et dans son diplôme c'est un médecin hyper. Parce que la difficulté reste l'accès dans les centres, dans les structures de chroniques, qui sont, comme vous avez mentionné, 29 mois d'attente sur la clinique. Donc peut-être que là aussi, dans les structures de chroniques, il y a peut-être des réorganisations donc, à effectuer sur par rapport à leur activité. Et ça, je laisserai mes collègues réagir. Et j'en discutais pas plus tard que la semaine dernière avec une collègue de camp, me dit, eh bien, parce que j'avais dit que si tu as le médecin là-bas, peut être un médecin l'algologue qui était là, qui m'a dit, nous aussi on peut avoir un rôle. Peut-être qu'il faut qu'on fasse le tri dans nos patients, au sein de nos consultations, en particulier sur les patients qu'on revoit de manière systématique pour libérer plus de place.
plus de place pour justement ce type de patient qu'on peut avoir plus rapidement. Peut-être que la notion vient aussi des infirmières de pratique avancée qui pourront éventuellement dégager du temps aux algologues pour justement bien pouvoir voir ces patients plus rapidement que 5-6 ans après, en effet, parce que sinon c'est des errances médicales et non la médicale. Vous donnez vos rendez-vous comment à Alice? Par ministère. Moi, je les donne par écrit, donc ça limite quelque part. Mais on a 3 catégories, en fait, principalement. Il y a c'est urgent, c'est à voir, et c'est si on a le temps. Et donc, il y a des gens qui attendent 6-8 mois, puis d'autres qui attendent que 15 jours. Oui, ça, je crois qu'on fait tout. Ça aussi, et ça, c'est important. On a tous des fils actifs, on a tous les fils, des coups de fil. Je ne sais pas complètement remplacé par la technologie, quand même. Sur le côté, qui fait une situation, un spécialiste marathon qui est quand même du global, il va concentrer où. Le niveau de facteurs constitutifs du douleur considérable. Le sexe, ça va être un Leur opératoire. Les OPC. Les douleurs opératoires. Certains sèchements du sol. Et je reviens à ça, Sans l'exemple de quelques. reprenons l'exemple du monsieur qui se fait écraser le pied par un jeune con qui n'a pas son permis et il a mal pendant des années de cette injustice. Le type, il va se faire opérer. En fait, on lui demande, on a mis on ne lui parle pas beaucoup, mais on s'en fout, on va regarder son pied, on va voir comment on fait pour qu'il puisse éventuellement expliquer ça avant, parce que ça peut changer des choses sur son parcours. Si c'est possible, c'est l'utopie. Est-ce qu'on peut former justement l'équipe qui va s'occuper de ce patient en amont pour que peut-être qu'il soit plus dans l'écoute, pour qu'on puisse exprimer des choses comme ça. Ils sont toujours blancs parce qu'il y a probablement des patients il y a 2 types de patients qui vont se faire écraser le pied par un jeune con qui a pas son permis. Il y en a qui n'ont pas développé le développement de l'utilisation. Donc il y en a qui vont développer le développement de mais sur le fond, en attendant, eh bien, quelque sorte la réparation plus globale. Donc oui, il y a des facteurs complexes, mais je pense que M. Boitier va pouvoir répondre. Si on est chômeur, divorcé, qu'on n'a pas de sous, forcément. Comment? Encore une fois, la déclaration. Bien sûr. Ça a commencé sur les femmes en plus, on a peut-être plus de risques de développer. Ça, c'est dans le diagramme de Calvin. C'est ça. Les conditions socio-économiques sont, les conditions de vie socio-économiques sont majeures de leur opératoire. Et globalement, par rapport à la douleur et son intensité et sa durée, il vaut mieux être riche, universitaire et marié que pour sans éducation et divorcé. C'est-à-dire que je vais mettre mon pied sur le passage piéton. Et on va faire un test. Comment? Oui, c'est évident, mais n'empêche que ce n'est pas considéré. C'est tout. Qu'est-ce que l'on fait? On sait que l'œil, il va. On a des archétypes quand même. C'est quand tu rentres chez toi, tu as ni un confort suffisant, ni des aides, ni tout ça qui est difficile. Oui, c'est toi en tant que médecin qui reçoit un patient, et donc tu sais qu'il est chômeur, qu'il est divorcé, qu'il s'est barré, sa femme s'est barrée avec son meilleur copain et la carte bleue. Qu'est-ce que t'en fais? Je suis en carte bleue, c'est ça. Qu'est-ce que t'en fais? Moi, je suis en proposition. C'était notre expertise sur un Quel serait selon toi? Est-ce qu'il attend, tu vois,
quels seraient les facteurs prédictifs qu'on serait susceptible de reconnaître et qui pourraient conduire à ces écarts? Ah bon, il n'y aura pas de modification spécifiquement de c'est ce que je suis en train de dire. C'est que nous, on a une responsabilité sur une part de notre expertise. Mais l'ensemble du problème, on ne peut pas se dire. On n'est pas des dieux ni des. Si on cherche des pistes de solutions, est-ce qu'il n'y a quand même pas une piste autour de. Alors, je reprends les termes que vous avez utilisés très vite, voilà, c'est l'espèce d'écoute. Ah oui, mais ça n'a pas l'air si évident que ça. Bref, je vous prends un petit exemple personnel. Voilà. J'ai à un moment donné, je vous expliquerai après pourquoi, mon épaule qui lâche. Voilà. On m'apprend déjà, j'allais au ski, l'épaule, j'arrive à skier, et puis au moment du ski, on porte la grand-mère à laquelle je tenais vraiment très fort, je décède. On s'y attendait, et donc mon père me dit si tu peux venir. Je traverse la France, j'arrive là-bas, je ne pouvais plus lever mon bras. Un de mes oncles, qui me connaissent depuis que je suis tout petit, me dit t'inquiète pas, machin, t'as mal là, voilà, injection. Voilà, c'est une de merde, donc j'arrive à dire jusqu'à lundi, et là je vais voir mon vieux aussi, et puis là, je me dis, il n'a rien à pouvoir faire. Puis il me regarde et il me dit ah, monsieur Fouquet, donc, connaissance. Je vais vous ouvrir le grand livre de l'ostéopathie. Épaule gauche qui lâche, ça veut dire que vous qui assurez tout le temps, et bien là, vous êtes en train de lâcher. Votre corps vous dit vous n'êtes plus capable de faire face, parce que j'avais d'autres problèmes que je dirais, qui, j'ai mal à la gorge. Il me fait 3 manies, je sors, mais 2 heures après, je peux bouger l'épaule. Et là, j'ai dit, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. J'ai dit, t'as mal là, il y en a un qui me pique là, et l'autre qui m'écoute, qui me connaît, et qui me propose une alternative. Et là, je me dis quand même, encore une fois, il m'écoute. Oui, il y a une compétence différente, c'est tout, c'est pas que le coup. Bah oui, mais c'est. Ah oui, mais aussi, il y a Il y a aussi le discours qui est important, le discours verbal. Ah, bien sûr. Le discours d'un psychiatre, de vraiment des psychiatres. Mais il n'est pas psychiatre, il est sauvage. Enfin, il est Oui, médecin, il est médecin. Ils sont là, c'est une vision globale. Autre chose que déjà écouter, c'est fort ce que vous dites. Parce que moi, j'attends mon médecin qui est un peu de vision globale. Moi, j'allais voir un truc, j'avais 6 minutes. Mon médecin généraliste. C'était super, parce que comme j'ai une vie dingue, il me prenait 6 minutes. Et entre 2 rendez-vous, il avait oublié que je fumais, il avait oublié les problèmes de poids, il avait oublié rien. C'est rien, quoi. Et c'est quand même, et c'est un médecin bien connu. C'est partie des défauts en médecine, c'est pour ça que je tiens à la douleur. Ouais, mais je trouve ça intéressant, la douleur. La douleur, c'est un axe et je viens avec la douleur. Et j'attends qu'on ait. Enfin, la douleur, c'est une chose, la douleur. Oui. mais est-ce qu'on a besoin d'un psychiatre pour écouter? C'est. C'est un bon problème. Après, à la décharge, quand même, les collègues disent de l'urgence, c'est-à-dire que quand un patient a un traumatisme aigu, on va régler le problème aigu. Et le contexte de l'urgence, justement, un pied qui est écrasé, on va se retrouver aux urgences, on va réparer. Et donc il est vrai que la notion d'écoute est tout à fait relative dans ce milieu d'aigu. À tort, peut-être, mais les choses font qu'on va à l'essentiel en mésestimant, je pense, forcément les facteurs de risque de chronicisation pour un certain nombre de patients. Mais à la décharge quand même, donc là pour le coup, quand on est dans les bulles, eh bien il y a tout ce point-là de l'écoute. Soit les gens n'ont pas le temps, soit ils sont vraiment dans l'urgence, soit on va programmer le opératoire, programmer l'anesthésiste. Et tout doit aller relativement vite, et puis derrière, il y a encore 50 patients qui sont là à prendre en charge. Et donc forcément, on n'est pas dans les conditions idéales, justement, donc à l'écoute pour un certain nombre de patients. Et on mésestime forcément la souffrance induite par ce type de traumatisme et la victimisation induite par forcément cette agression. Mais en revanche, si l'aigu on peut comprendre par la suite, c'est encore une fois des patients qui seront à risque et notre système et qu'un certain nombre de nos collègues justement ne vont peut-être pas prêter assez attention à ces problématiques par la suite. On a pris en charge. Est-ce que l'écoute, c'est une question de temps ou c'est une question d'attitude? Quand même. Deux. Et de disposition. Mais est-ce qu'on est formé à le faire aussi? C'est une question.
Est-ce que vous avez le sentiment Vous n'arrivez pas à faire. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment d'être en matin? Si vous posez la question, Pas vraiment. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une formation pour avoir un éveil? Il y a une formation, il y a des jeux de rôle avec si, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Notamment, parce quand on parle des comédiens, on fait des jeux de rôle et on annonce, par exemple, le comédien dit qu'il a un message de l'annoncer qu'il a un concert. Vous soyez surpris comme une méconnaissance du mode de communication, c'est impressionnant. Il y a des travaux qui sont faits maintenant pour aider justement les médecins, les jeunes, les internes, etc., pour communiquer. Parce qu'il y a des outils, il y a toujours des outils par rapport. peut-être creuser un peu votre question. Vous ne pouvez pas demander pas une formation à écouter l'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sûrement, effectivement, je pense qu'il y a des gens qui ont une certaine sensibilité à ça et qui de toute façon sont plus des choses, d'autres qui ne sont pas forcément et qui se demandent c'est la radiologie. Voilà. Mais peut-être en plus, on Il y a des revues qui sont écoutées quand même. oui, bien sûr. Ah, Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que dans notre formation, il pourrait y avoir intégré peut-être plus de que ça soit ça, ou même du management, et des choses comme ça. Alors ça évolue quand même, sur les, justement c'est ce que Nadine disait, avec les mises en situation qui sont mises en place maintenant dans la réforme du deuxième cycle des études efficaces. Il y a un peu plus de mise en situation, d'annonces, donc il y a des ateliers d'annonces, des ateliers de communication. D'ailleurs, les grilles de cotation tiennent compte de ça. Ne serait-ce que quand un étudiant arrive justement dans des ateliers de mise en situation, on fait des garde-fous, de se présenter, c'est des réflexes. Parfois, on est quand même assez hallucinant de voir comment des jeunes arrivent dans une consultation. Alors certes, c'est ciblé, mais où c'est pas du tout la forme qu'on est obligé de le dire, ça. Se présenter, de dire bonjour, pour certains, et puis après, là où il y a des grands moments de solitude, c'est dans l'annonce, en particulier l'annonce du cancer, où là, je trouve que ces ateliers permettent, en tout cas, même s'il y a des sensibilités différentes, de donner quand même quelques détails sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, l'erreur qu'on va faire. Donc il y a quand même des choses qui ont été développées dans la formation. C'est pas parfait, mais en tout cas, ça y est quand même. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont faites. En sachant que les études médicales ont quand même changé par rapport, et donc c'est vieux cours ce que je vais dire, mais donc l'évolution de l'hôpital avec ambulatoire, hospitalisation conventionnelle par rapport à nous, on avait quand même beaucoup plus, on était quand même beaucoup plus proche du patient en tant que tel, lorsqu'on était externe. Là, finalement, la métamorphose de l'hôpital fait que finalement, on a quand même beaucoup moins d'hôpital, de patients, moins les livres, en tout cas, qui restent en hospitalisation. Il fallait mettre en place ces mises en situation qui viennent compenser en quelque sorte l'évolution des hôpitaux. Et qu'est-ce que vous pensez dans le cadre de la chronique des consultations mixtes? Moi, j'ai toujours, je l'ai fait pendant un certain temps, mais rêvé sur une consultation en binôme pour la première, pour le premier podcast. Et c'était vraiment. Le bilan, c'est qui? Comment? Psychologue, médecin. Et ça, psychologue, pas forcément. Oh, je leur demande gentiment. Ah oui, non, mais. Et il faut Ça aussi ne change pas forcément la tête pour elle. Non, c'est vrai, mais c'est la tête aussi pour le patient. Alors, dans leur prise en charge du patient, les aides souvent, alors du temps en particulier, et elles nous prennent à ce moment-là. Moi, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est vraiment pas fréquence. Mais on est toujours énormément calculateur. On n'a pas les mêmes objectifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. Alors, ça doit certainement être fait de temps en temps, mais acquis au systématique, ça peut avoir. Je suis vraiment l'impression qu'en fait la première consultation, c'est une consultation libre. Et donc c'est la place du psychologue autant que la place du médecin. Moi, je suis pas sûre qu'il y ait la même chose. Il y a des fois où c'est peut-être pas utile, mais.
C'est quoi, le bain une première consultation avec une infirmière? Alors, En général, elles ont il y a des problèmes de rapport humain aussi qui jouent dans l'histoire. D'une part. D'autre part, il y a un problème d'organisation. J'ai la chance de travailler à plusieurs endroits. Il y a un endroit où je travaille avec une infirmière. Chez moi, je travaille avec une psychologue et une infirmière. Il y a un endroit où je travaille tout seul. Donc en fait, ça me donne que. quand on a toutes les conditions requises, on n'a pas de problème de personnel. Quand on n'a pas de problème de personnel, moi, l'idéal, dans ce que j'ai vu, c'est de travailler avec une psychologue ou un psychologue avec lequel je m'entends, d'une part, et d'autre part, qui soit comportementaliste. Parce que, du coup, même des fois, la première consultation, peut-être que, je vois, vous entendez des choses et vous n'êtes peut-être pas forcément armé pour recevoir ce qu'on a. Et puis on vous m'adapte. Et moi, c'est pour ça que ça m'adapte pas en fait par rapport à ça. En disant, voilà, le fait de. Quand vous recevez une information, vous la prenez pour vous et vous savez ce que vous allez en faire, mais ça, moi, j'ai ça peut se résoudre en consultant, en réunion, en discussion. Je sais pas, si vous pouvez évoquer le cas de des jeunes femmes qui s'échangent en son moment. Là, quand on dit charge mentale, comment je reçois, et d'où vient la douleur. Non, mais ça, c'est le côté, ça va être Justement, là, non, je suis simplement d'être en train de. Alors, sur quel niveau de il y a 2 jours, j'ai reçu avec, en consultation multidisciplinaire avec pour regarder du cancer aussi, une jeune patiente et un jeune patient de 17 ans, est arrivé à prendre par une donc je m'assois à côté d'elle. Je m'assois à côté d'elle pour être tout de suite considéré comme à distance. Puis on commence à parler. Et puis je lui dis, j'ai beaucoup d'argent, c'est tout le reste. Puis on continue à parler, puis on parle un petit peu de la vie, elle fait ses études, etc. Puis on arrive, elle me dit, ah, tout à l'heure, je suis anxieux. Je suis anxieux, c'est quoi ce qui se passe. Là, elle sort, elle commence à parler, donc je mets à mi-temps. D'un bon niveau la vie. Mais c'est dans la famille que ça se passe, donc c'est grave, c'est sûr. Je mets à mi-temps, et depuis l'âge de 8 ans, elle en a 17, elle se starifie. Mais ce n'est pas la scarification de la jeune bourgeoise qui essaie de souper les lèvres. C'est une scarification sur le sein, sur le ventre, sur les cuisses, quand elle a des cuisses, on ne peut pas séparer parce qu'elle passe des couteaux entre deux. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, effectivement, avec l'UNICEF, il n'était pas très averti de la chose. Moi, je commence à avoir très longtemps. Là, c'est silence. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, évidemment, je ne vais pas examiner, mais c'est strictement intouchable. Elle ne se touche même pas. Elle en est arrivée au point où elle ne se touche même pas. Pour se laver, elle se lave avec une bandelette et serviette entre le contact. Il n'y a pas de contact de peau à peau, c'est pas possible. Donc, effectivement, alors elle lui parle ici, elle lui parle psychologue, elle lui parle avocat, elle fait tout ce qu'il faut, mais on est dans des situations qui sont absolument tellement, ça les pense en mystère. Et malgré le travail psychologique qu'on peut plus bien donner, elle s'en sortira jamais. Très clair. Comment voulez-vous oublier ça? Comment voulez-vous ranger ça? Comment voulez-vous ouvrir ça? Donc, elle avait mal au ventre. Ça, ce que vous faites, c'est elle atterrit chez vous parce qu'elle a une douleur. Elle a mal au ventre. C'est ça qui fait qu'elle vient chez vous. Elle a mal au ventre.
ça, il n'y a plus de douleur. Si, il y en a encore, elle explique encore, elle a dit le mal, elle dit j'ai mal, elle dit j'ai mal. Elle a mal au ventre, etc. Alors, je ne dis pas si ça nous fait bordel que c'est difficilement réalisable, mais c'est comme ça. Elle a mal. Elle a mal. La seule thérapeutique que je lui ai donnée, parce que c'était à mon sens la seule thérapeutique possible, c'était un nouveau rendez-vous. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez venir nous revoir? Et l'autre thérapeutique, ça a été dire à mes camarades Clairvaux et à l'ami du ministère de ne toucher pas. Effectivement, elle dit souvent. Mais elle dit souvent, elle dit ça. Ah oui, elle dit souvent. D'accord, elle dit ça. Elle dit c'est ça, ah oui. Elle va continuer à dire ça. On ne touche pas. C'est pas touchable. Mais des histoires comme ça, malheureusement, Est-ce que c'est le rôle de l'algologue d'essayer de suivre ces patients ou est-ce que c'est celui du psychologue et du psychiatre? c'est le rôle de tout le monde. Je veux dire, oui, mais on disait tout à l'heure qu'on mettait 9 mois pour voir un patient qui avait une douleur après une opération et que ça s'entristait et qu'on mettait 10 ans à la traiter derrière. Est-ce que ces patients-là, à qui on a donné des traitements pour l'écouter, des heures de consultation d'un algologue pour l'écouter, elle ne serait pas mieux suivie par quelqu'un qui est spécialiste de l'écoute? Elle est déjà suivie par quelqu'un d'écoute. Oui, mais c'est pas un homme, c'est peut-être pas bon, peut-être qu'il faut qu'elle change de psychologue, mais ce que je veux dire, c'est que là, on multiplie En fait, c'est intéressant, mais dans votre parcours et dans votre pratique, c'est qu'il y a des gens qui sont suivis par des psychiatres, des psychologues depuis des années, qui finissent chez lui. Voilà, c'est intéressant, ça veut dire que c'est aussi une pratique médicale, quelque part, qui peut aussi ces gens-là, on peut les envoyer chez tous les médecins du monde, en fait. Et il va faire la même consultation chez tous les médecins du monde qui auront une bonne écoute. Là, on va s'asseoir à côté, on va écouter son histoire, on va faire grand-chose, et on lui redonnera un autre rendez-vous. Et ce que je veux dire, c'est que la question, c'est est-ce qu'il faut qu'elle prenne les rendez-vous de tous les médecins du monde parce qu'il y a 9 mois d'attente. Et ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est la spécialité de l'algologue de faire ça? Ce qui est intéressant dans le dossier, c'est surtout que l'algologue a dit au chirurgien de ne pas l'opérer. Donc ça, je suis d'accord. Ça, par contre, c'est une valeur ajoutée, parce que je pense que le chirurgien peut la tête sur table d'ici un certain temps, mais ça, c'est terrible, parce qu'on aggrave encore le process. Après, je pense que quand on est devant une telle souffrance, quelqu'un qui exprime une douleur, ça relève de la douleur, après, de proposer un autre rendez-vous pour voir si, finalement, c'est peut-être une réorientation vers des psychologues qui sont à orientation un peu différente en fonction du deuxième rendez-vous. C'est une question, c'est pas. D'abord, l'échange de dossier avec son psychiatre. Pourquoi ne pas avoir une discussion de dossier avec son psychiatre et d'envisager le fait, même si tu dis qu'elle s'en sortira jamais, moi j'en sais rien. Je suis pas là. On va pas l'oublier. Attends, 2 secondes. Le problème du viol, c'est simple. Il faut être clair, Ah si, c'est très simple. Dans une consultation de douleur, c'est 30 à 40% des gens qui viennent. Bon. Donc, c'est là. C'est. Ben non, c'est vrai. C'est très surprenant. On a tous pris ça dans la figure. On a eu le jeune encore, elle a ouvert la porte, elle est rentrée en nous disant, parce qu'on était à 2, je viens vous voir votre fibromyalgie, mais je vous préviens, j'ai été gueulé. À l'entrée, comme ça, boum. Après, travailler, c'est sûr. Et donc, ça ne peut pas être une prise en charge de la consultation de la douleur. Ça ne peut être une prise en charge multidisciplinaire et qui sort de la consultation de la douleur et qui prend le chemin du psychiatre, parce que tous ces gens-là ont déjà ou doivent avoir un suivi psychiatrique. Il n'est pas toujours facile à organiser, parce que les médecins, ça manque, mais les psychiatres, ça manque pire. Et il faut vraiment, comment? Surtout pour les belles-mères. Non, beaucoup de psychiatres. De pédopsie. Non, mais pas chez les belles-mères, quand c'est vraiment chez les bourgs, ils manquent beaucoup de psychiatres. Parce qu'elles ont envie d'en avoir pas mal. Dans la région, il n'y a plus de psychiatre du tout. C'est ça. Voilà. Même le l'hôpital psychiatrique du coin, il y a, je pense, 1500 patients, il y a qui viennent en train de Paris et qui repartent
Donc imagine le travail qu'on en est là. Et il faut prendre. Non, il est en train de faire J'avais aussi une question, que je vous la révélerai tout à l'heure, j'ai demandé à ChatGPT est-ce qu'on sonne correctement les douleurs chroniques à l'observation. Je vous fais un petit peu de suspect, tu verras la réponse. Néanmoins, pourquoi je parle de ChatGPT, c'est que j'ai vu un débat très intéressant sur la santé, justement sur l'arrivée de l'intelligence artificielle. Le problème, je ne sais pas si vous avez vu les photos de Macron au milieu des manifestants, on est que début dans l'intelligence artificielle de l'image, en même pas 6 mois, on va avoir des photos d'un réalisme. Il y en a une qui traîne, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, un jeu qui a plein de cicatrices, de sang sur la gueule, avec des CRS qui l'entourent. Elle est en train de partir dans les réseaux sociaux comme une vraie image, et comme quoi Macron, les acteurs de Dieu, je vais avoir en tête. Et dans cette émission, on dit ah oui, mais il y a un truc qui est incontestable, c'est le progrès de la médecine. On dit là, ça va être génial. Il n'y avait pas de. Il y a juste pour de santé qui avait mis quelques petits points là. En disant, je vous rappelle que ChatGPT, c'est un algorithme absolument extraordinaire. La version 4, elle est encore plus forte que la version précédente. Et il prenait un exemple d'une start-up qui détectait de manière plus fine, en prédiction, je crois, sur le cancer du sang. Et donc voilà, les mecs sur le plateau disaient c'est absolument extraordinaire. Et elle lui dit juste un doute. Et là, ça m'envoie une autre question, c'est qu'il y a une évolution aussi, c'est les scores, ça va pas dans la médecine. C'est top, le médecin a tendance à de plus en plus s'appuyer sur ces données, sur des scores, sur demain l'intelligence artificielle qui se développe à la vitesse grand V. Et est-ce que dans votre pratique de la douleur, on perçoit quand même de la complexité extrême? C'est un allié, c'est un palliatif, ça peut même être un danger dans la perception et dans le diagnostic. Comment vous voyez arriver ces nouvelles à la fois cette approche très score et puis cette intelligence artificielle dont on parle. Elle nous apportera, nous facilitera beaucoup de choses et on est plus dans ça qu'elle va faire la on peut être intéressé. Ils sont pas là. Mais je pense qu'il faut s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour faire des choses qui ne demandent pas forcément des choses très techniques. Il faut garder le côté humain qui sera pour l'instant pas tout à fait dans l'intelligence artificielle, mais il faut, à mon avis, devancer ce plutôt se faire prendre par l'intelligence artificielle et je vais l'utiliser pour anticiper les camarades. Garder leur connaissance, déjà, dans la Oui, c'est pas ça, c'est dans l'algorithme de décision pour certaines douleurs, j'ai beaucoup de malades qui sont algorithmiques, assez faciles à donner, qui pourraient dégager du temps justement humain, nécessaire pour certains patients, et je rejoins un peu plus humain, est-ce qu'on a besoin d'algologues pour écouter des gens qui ont des parcours de vie atroces et qui influent sur la douleur? Je pense que en consultation d'algologie, ils sont équipés de décoder leur médecin. Alors, on est peut-être chez le psychiatre, mais est-ce que cette approche-là est différente et les gens sont plus en confiance? Et le fait de les voir tous les 3-6 mois, est-ce que ça leur évite pas d'aller à la personne? Quand on fait une discussion, quand on s'est fait une idée, il faut se faire un merci. On organise un parcours de soins, et le parcours de soins, c'est pas forcément pour voir les gens. Enfin, bon, les différents cas de souffrance psychiatrique que j'ai rencontrés, comme je me souviens notamment d'une assistante dentaire qui entendait Europe 1 dans on l'a suivi, elle avait une vraie souffrance, on l'a malheureux un peu, parce qu'à un moment, il est conseillé de changer de monde. Oui, elle avait l'enfant. Voilà. C'était le raisonnement de la psychologue du jour. Elle a ensuite organisé progressivement un suivi psychiatrique. Et puis, on a pu
bien qu'elle entende toujours la radio. En fait, on n'est pas obligé de transformer ces douloureux chroniques en malades chroniques de consultation chronique. Il faut essayer de réorganiser les choses pour s'en aller bien. Parce que de toute façon, il ne peut rien leur apprendre d'autres, donc il faut essayer de réorganiser. Et puis le suivi, peut-être, social, peut-être psychiatrique, peut-être médical, peut-être infirmier, peut-être éducationnel. Et c'est le suivi que ça va. Moi, j'avais une remarque, en fait, vous l'avez donné dans notre introduction, en fait, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une intelligence, c'est un algorithme artificiel, attention. Et la deuxième chose, c'est complètement contradictoire avec ce que les gens veulent. Les gens veulent une médecine personnalisée, une médecine pour moi, et en fait, on va demander à un algorithme qui va être très fort pour justement faire de l'algorithme. Et finalement, on voit bien que l'humain a toujours cette dimension de parler d'ethnie, est-ce que ChatGPT va savoir s'il divorce, les impôts, la maison cassée, le chien qui est mort, est-ce que si on ne les a pas mis dans l'ordinateur, il ne pourra pas faire le calcul. Je pense que ça, c'est un petit peu. La chose actuelle, c'est qu'on fait vendre de l'intelligence artificielle qui n'est pas de l'intelligence, qui est juste de l'algorithme, alors qui est très puissant parce qu'il va très très vite à compter. Et ça, effectivement, on ne s'en jamais le battre. C'est pas 3 coups d'avance ou 4 coups d'avance sur nos échecs, c'est 400 coups d'avance. Donc ça, c'est sûr qu'il est plus fort que nous. Mais j'ai peur que les gens, c'est pas forcément ce qu'ils veulent. Ils veulent être. Je ne suis pas un numéro, je veux être pris comme étant un humain. Et donc on va dire, attendez, on va rentrer dans le ChatGPT. Ah non, en fait, moi, ce que je veux, c'est vous, humain, vous me disiez que vous ayez des outils à utiliser, comme tu dis, ça c'est bien, le scoring, l'algorithme. Mais finalement, en consultation, une fois qu'ils ont le DM4, ils voient quand même quelqu'un qui leur parle. C'est un début, c'est l'initiative. ChatGPT, c'est l'outil que vous avez actuellement à disposition pour qu'il continue à apprendre tout seul. Toutes les informations, là, je vais vous dire, on envoyé une demande sur ChatGPT, cette demande a été prise, il y a eu une réponse obtenue, et parce qu'il y avait eu cette demande, il y a automatiquement une librairie derrière qui a renforcé ChatGPT. À chaque fois qu'on interpelle ChatGPT, on lui apprend des trucs. Et il devient de plus en plus puissant. C'est-à-dire que le ChatGPT, il est 4, il est déjà dépassé parce qu'il en est 6. Et donc, ça reste d'être bien ce ne sera pas que de l'algorithme. C'est là où c'est la bascule qui est intéressante. C'est qu'on sort de l'algorithme et on incorpore toutes les données qui sont des données. Il y a bien un mec qui pédale à la carte quand même. Et là, il parle de ChatGPT. Ah oui, je vois. Alors, c'est pas franchement. C'est très prudent. Il commence à dire le traitement de la douleur chronique est un domaine complexe et souvent difficile à gérer pour les patients et les professionnels de santé. Ah, c'est un peu différent. En conclusion, après, il y a des petits trucs ici sur ceux qui t'alertent sur les opioïdes, il faut faire une surveillance étroite des effets indésirables potentiels. Je pense que ça vous bouleverse dans votre apprentissage. Et en conclusion, le traitement de la douleur chronique en France est complexe et nécessite une approche multidisciplinaire. Par contre, c'est intéressant si vous avez cité la discipline. C'est des infos dessus quand même. Oui, absolument. Par rapport à la richesse des entretiens que j'ai eus, Dans un domaine juridique très technique, j'ai quelqu'un qui a fait une demande de rédaction de l'axe. C'est parfaitement fait par je ne sais pas si vous avez essayé sur un c'est pour l'instant, en tout cas, l'œuf de cheval et la différence entre l'œuf de cheval et l'œuf de vache, c'est vachement intéressant. À des moments où on dit que ça existe, lui, il dit, voilà, j'aime écrire l'œuf de vache. Mais justement, parce que quand je vous ai posé la question quand on l'a préparé, il va se vous-même, je disais, est-ce que vous avez l'impression, vous qui avez quelques années, je ne vous demande pas longtemps, et de collaboration, etc., est-ce que vous avez senti une évolution dans la prévention de la douleur au cœur du système de santé, dans l'hôpital, etc. Je n'ai pas calculé le temps du silence, il était assez long. Vous avez du mal à dire, ouais, il y a eu, je ne sais pas, depuis les années 2000, je ne sais pas. Non, ça ne bouge pas beaucoup, quoi, j'ai l'impression. Comment Ça reste très bien. Il y a beaucoup de structures
qui existent, beaucoup de choses qui existent, sont censées exister. Mais ça, c'est au niveau de l'enseignement, on a perdu des hommes. Et c'est quand même inquiétant par rapport aux jeunes. Je sais pas, il y a combien d'heures d'enseignement sur la tête c'est un peu biaisé, mais déjà avant l'internat, où effectivement je vais avoir plus de sensibilité, 2 heures. On peut faire mieux. De complexe. T'imagines s'il les rate là. On a perdu ça. Le temps C'est pas le temps de d'enseignement possible, on avait 6 heures d'enseignement plus 2 séminaires du club. Samedi, j'ai fait ma réunion le samedi matin, et il y avait 2 samedis matin où on enseignait aux étudiants. Ça a duré 1 an. Pourquoi À l'école, samedi. Non, Déjà, ils m'ont envoyé. Est-ce que vous avez la forme sur l'évolution Ouais, avec ce regard de l'excellence. En tout cas, ici, bon, alors, je trouve ça, c'est ce que vous avez l'impression que. Dans nos études générales, c'est qu'on a cette notion, mais je suis pas sûre que ça change différemment de l'homéopathie et de l'initiation peut-être. On peut savoir le faire, mais pour les médicaments, c'est plus compliqué. Après, comment on fait pour intéresser les gens à la douleur, en fait? Si on arrive à mettre des choses en place pour intéresser les gens à la douleur. C'est l'évolution de la à apporter, sauf que dans le traitement, on voit bien qu'il y a des choses beaucoup plus normatives qui arrivent. Je vais être un peu lâche, enfin, quand on fait des études de médecine, on dit c'est s'intéresser à son boulot. C'est une vie, il y a toujours des gens sont très systématiques pour communiquer ça. C'est à la limite clinique, il y a rien conscient, puisque ça agit les chiens, La douleur, c'est que ça peut pas être protocole. La douleur n'est pas protocolaire, maximale. Ça, c'est un gros désavantage actuellement. Il n'y a pas de score, enfin, il y a des scores, il y a des M4, etc. Mais qui nous développe tout, je ne sais pas, mis à part les spécialistes. On va faire les échelles. Elle commence. Oui, mais on va faire une échelle de les chiffres qui sont les M4 aujourd'hui. Presque pas personne. Mais on va faire une échelle numérique. Alors on a une échelle numérique, on a une M4, c'est bien parce qu'on fait. Rien. Voilà, par contre, si on avait un beau protocole en disant que vous avez une échelle numérique de 7 à 9 avec un DN4 à 3,5 le jour des barèmes d'équinoxe, vous devez faire ça et qu'on ait appris toute la liste, ça marcherait. Et donc, le problème, c'est cette protocolisation systématique, cette scorification systématique de la médecine qui fait que le côté humain, finalement, même s'il devait être spontané, on a quand même dit on est en train de leur apprendre à être humain. On est en train d'apprendre à parler aux gens. Où est-ce qu'on en est arrivé? Ça fait mal. Oui, mais comment se fait-il qu'on soit arrivé à être obligé de réintroduire ces cours dans quelque chose qui devrait être plus ou moins spontané? C'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi est-ce qu'à un moment, face à tous ces scores, quand il n'y a pas de score, on se dit on va faire un cours qui va fabriquer du score. Quel est notre mécanisme de défense qui fait que, eh bien, il est intolérable de ne pas pouvoir répondre et de ne pas réussir à accepter de dire je ne sais pas, ou je ne veux pas, ou je suis inconfortable, ou je suis pas bien. Il y a des trucs qui sont intéressants. On est fait comme ça, il faut qu'on mesure pour savoir. Bon. Si tu mesures quand même, notre société aussi. voilà. La société aussi. Il y a un jeu, de façon, on a besoin d'images et de plus en plus d'images. Et donc, effectivement, le médecin répond à la demande d'image par des
des images parce que c'est facile de donner des images. Donc ça, c'est un jeu, c'est purement sociétal, c'est une évolution pour moi. Si on était dans un exercice de recrutement à cet après-midi, vous dites on est présent dans ce groupe, on va partir dans quelques temps à la fête. On est sérieusement, on fait que. Voilà, je vais dire, tu vas voir la partie un peu plus que. En fait, c'est une question que vous avez posée en préparant, c'est qu'est-ce qui dans le métier que vous avez choisi, certains d'entre vous l'avez gardé, et puis moi j'ai senti évidemment beaucoup de passion dans les pratiques, ça. Et qu'est-ce qui vous donne justement des joies que vous partagez le soir avec le métier, parce que il y a beaucoup de moments aussi quand on a partagé votre chemin où vous dites je ne sais pas, c'est compliqué, c'est un peu. Alors, là, vous dire un truc, quand j'ai commencé à m'occuper d'Adula, pour mettre les choses en clair, je suis arrivé à l'Adula parce que j'étais responsable de l'anesthésie par les services de chirurgie carcinologique et que je n'arrivais pas à prendre en charge les patients. C'était une catastrophe. J'ai appris à ce moment-là qu'il y avait un truc qui s'appelait le cœur de Brampton, on savait quoi dire. Et c'est comme ça que je suis un défaut de formation. C'est un beau mélange qui était en fait utilisé par les hôpitaux hollandais dans le cadre de son palliatif. C'est bravo, ça le calcium, moi je l'ai utilisé, je crois. Ça se buvait, ça faisait partie de ces traitements médicaux. En féroce, c'est qu'on donnait toutes les 3 heures, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de clinique qui avait une action Voilà, vous avez nous donné un bon optimisme. Je trouve que, sur toute ma carrière, les moyens de traiter la vie ont fait d'énormes problèmes. Mais vraiment d'énormes problèmes. Le seul problème, les deux seuls problèmes qui c'est il y a évidemment un problème dans le cadre médical et un défaut de soins conducteurs. Et deux, il y a un problème de diffusion des techniques, notamment des techniques efficaces. Grosso modo, quand j'ai commencé, il y avait une efficacité qui tournait dans les 10 à 20%. Et là, actuellement, j'estime qu'en gros, j'ai une efficacité dans les 40%. Donc, on a doublé. Ça ne pas mal, quand on réfléchit. Voilà, des chances de technique. Il n'y a pas assez de partage, c'est dans le vie. Dans le médical, oui. Morphine, cocaïne, alcool éthylique et chlorpromazine. Ah, il a été cherché pour ça. C'est sûr que quand tu l'as écrit. Cocktail de Brampton. Oui, mais c'est génial. c'est ce qu'on propose en cocktail final. C'est sûr que Cocaïne, morphine. le sourire, Il y avait une grosse culture de cette couleur. Après, on fait des lots. Bon, c'est je mets un truc. Alors, la question de qu'est-ce qui vous attache à ce métier, qu'est-ce qui vous donnerait envie à des jeunes qui sont genre on va aller dans le spécialité, on voit les riches, on voit les enrichis personnellement. Je pense que en tout cas pour moi, c'est patient. C'est le patient, parce que clairement, on a parlé d'un certain nombre d'échecs. Mais parlons des patients qui sortent de la consultation en disant à docteur, vous m'avez écouté. Et c'est l'une des premières fois. Et on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre le patient et le médecin, et ça donne une satisfaction au médecin qui est incroyable. Que ce soit donc la consultation, ou même lorsqu'on fait un geste. On n'a pas parlé des patients qui sont douloureux, chroniques, avec une facteur en fait de cancer.
une autre population, mais quand on leur entraîne un soulagement, même alors que leur décompte de vie, eh bien, le chronomètre est lancé, mais de leur apporter du confort, de leur apporter finalement du soulagement, et encore de profiter de la vie sur les quelques jours, mois qui leur restent, c'est extrêmement important. Et les patients nous donnent toujours des leçons de vie en permanence. Et c'est probablement ces leçons de vie qui amènent au fait que, eh bien, on a envie de continuer à les voir. Moi, j'ai eu quelque chose qui m'a encore émotionné il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une dame qui avait un cancer, 50 ans, c'est pour ça qu'elle a condamné. Quand j'ai dû la voir pour le proposition par Tartécal, elle avait compris qu'elle allait mourir. Elle avait complètement dit d'ailleurs donc avec sa famille, je vais mourir. Et quand je lui ai dit qu'on pouvait la soulager, elle me dit, vous savez, docteur, ce que vous êtes en train de me dire, eh bien peut-être que je vais avoir peur de mourir. Parce que vous allez me soulager. C'est quand même quelque chose. Mais c'est des leçons de vie en permanence qui forcément reviennent inconditionnellement par les médecins. Et la rien pour ça, c'est bon. Ça vaut le coup de prendre en charge. Après, on a des échecs, mais qui n'a pas d'échecs? Alors, c'est quelques cas cliniques qui amènent énormément. C'est ça, donc pour ça, il faut faire. L'insertion sociale, les réinsertions sociales, les reprises, qualité de vie, c'est beau à voir. Sauver des couples, sauver des familles, sauver. Oui, c'est la partie positive, en effet, t'as raison. Parce que ce qu'on résiste, c'est tous les patients qu'on remet au travail, parce que c'est tous ces patients qui n'ont plus vu avec la douleur, et bien renaissent aussi par le soulagement. Il faut pas voir que l'échec, et donc on a parlé beaucoup d'échecs. Finalement, on a oublié tous ceux que on soulage vraiment, et puis qui prennent une vraie vie, une vie sociale, une vie professionnelle. Enfin, tout ça, c'est la Oui, je dirais aussi l'interdisciplinarité, on a parlé un peu dans le symptôme. Il y a vraiment on n'est pas tout seul devant les patients et à s'enrichir les uns des autres. Et puis on est aussi devant des patients qui ne sont pas des protocoles. Justement, c'est ça un peu, c'est qu'on ne va pas les mettre un protocole particulier et chaque patient est différent, donc on a toujours changé de façon de faire en fonction du patient qu'on a devant nous et après on se retrouve à des limites. Enfin, on est toujours un peu au-devant de ce qu'on peut faire et je trouve que c'est toujours très nourrissant de faire la douleur parce que une journée dans le candidat à l'autre et parce qu'on a des médecins de spécialité. Et diversité aussi, peut-être. Ouais, alors moi je suis médecin de l'éduc, si on m'avait dit un jour que j'allais faire des examens gynéco en consultation, on n'a pas signé les demandes, mais finalement on apprend tout le temps dans les conseils des gynécos et d'autres disciplines. Les choses bien et En fait, c'est un peu pour la médecine générale, quoi. Et la tarification à l'axe, qui va être compliqué. Si on est fort, on regarde. Pardon, juste. On a un problème à la regarder parce que même en regardant, l'administration sucre, c'est la même chose. Donc il faut qu'on fasse vachement bien. On est déjà rentable, je pense. De toute façon, on ne calcule pas. C'est toujours le même problème. On ne calcule pas la vie des patients. Les patients pour revenir aux vies. C'est déjà du confort. On est encore basé sur un modèle très keynésien sur le plan sociétal, c'est-à-dire que il faut que les patients consomment pour faire vivre, quand vous achetez des mémoires, ça fait vivre le plombier, il faut qu'elles soient comme ça, mais si
Et ça, c'est absolument jamais évalué quand on dit, voilà, le patient qui était douloureux, même sans problème au travail, si on lui redonne la possibilité de rentrer dans la vie, parce que la douleur, c'est quoi? C'est la solitude, c'est rempli sur soi, c'est je fais plus rien, c'est que si je consomme de la télé, et encore. Et donc, si on réussit à les faire ressortir, se resocialiser, ils reconsomment, ils réentrent dans la vie, et ça, c'est pas évalué sur le plan financier. La douleur chronique, c'est 600 milliards de dollars aux États-Unis par an. C'est quand même quelque chose d'important. Et pour information, la pathologie cardiovasculaire, diabète et toute comorbidité comprise, c'est 330 milliards. Et le cancer, c'est 120. Donc, quand on voit la gradation que ça fait, on se dit, mais non de Dieu, pourquoi on n'a pas suffisamment de moyens pour prendre en charge la douleur, alors qu'on est du simple au triple par rapport au cancer, du simple par rapport au cœur. Et pourtant, on va nous calmer de l'histoire sur le cœur et de l'histoire du cancer. Mais c'est pas ça. L'important, là, ça reste, en termes de coût, la douleur. Oui, mais n'empêche que puisque j'ai tout de même, de par mon ancienneté, j'ai tout de même vécu un certain nombre de choses dans la maison. La consultation d'anesthésie de Gilles n'a été créée que sur des bilans financiers en montrant que ça allait être bénéfique. Et si elle a grandi, c'est aussi sur ces bénéfices. On a créé un modèle économique qui a fait qu'on a réussi à trouver la possibilité d'être suffisamment structuré et de compter suffisamment. Je vois qu'il y a Juliette et Justine qui sont là, on peut demander à Juliette le nombre de fois où j'ai enquiquiné en disant qu'on compte tous les actes, on sait ce qu'on fait, etc. Et on est capable d'aller dire aux instances, voilà, nous avons fait ça, et donc si nous avons fait ça, c'est que nous avons rapporté ça, et il y a des possibilités, on parlait tout à l'heure de la tarification à l'activité. Une des grandes possibilités qui est pour l'anecdote, on avait parlé avec M. Lebuff, c'est les GHT, les HDJ, quand on a 3 médecins, pas 3 partenaires qui interviennent ensemble. Or, on a parlé de pluridisciplinarité, c'est le moyen de faire de la pluridisciplinarité enfin financée, ça n'existait pas. Donc il y a des astuces, il faut comprendre ce modèle. Et une fois qu'on l'a compris, effectivement, ça permet de faire des choses. Une question de culture générale. Je vis dans les fonds marins sous une petite taille. Les prédateurs ne survivent pas longtemps à mon venin. Et pourtant, je suis précieux pour les douleurs chroniques réfractaires au traitement, notamment dans le cadre de douleurs cancéreuses et parfois neuropathiques. Qui suis-je? C'est le prien, c'est le coquillage. Encore, on le tire, c'est comme ça qu'on l'appelle? Moi, je ne vois pas. Allez-y. Le conus babus, ou con magicien, molluscus, conotoxine, dont est extrait le cône. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà, on va bien. Le conseil de la douleur, en fait, c'est vraiment un peu culturel. Et une Ça donne quand même une petite idée qui a été découverte en 72. Comment? C'est ça? Non, mais je vous explique, c'est et c'est clinique aux États-Unis en 2000. Oh. Ah oui? Le théâtre, publication 2002 à l'ISP. Et c'est du corps il y a le petit pouvoir Petite maxime, le cannabis permet à un idiot neurasthénique d'avoir l'air d'un imbécile heureux. Jean-Michel Cauchy. C'est une bonne réponse. C'est Jean-François Kahn. Justement, on va beaucoup de cannabis thérapeutique et tout, c'est des choses qui. Bon. Ouais, c'est à vous. C'est à vous aussi, mais pas s'énerver. Qu'est-ce que c'est énervé? Alors, Jean-Michel. Pourquoi? Attendez, juste pour ce cours, Parce que c'est absolument pas thérapeutique. Voilà. Les cailloux.
Je rappelle que l'UNAS a publié en juillet 2021 une recension importante montrant bien que le cannabis, soi-disant thérapeutique, avec THC, avec cannabidiol, isolé, associé, et a conclu à ce que les médecins de la douleur ne peuvent pas prescrire le cannabis parce que ça n'a aucun support scientifique. Ça, c'est un problème alimentaire un peu immédiat. Ouais, les choses qui se font. Et puis, je voulais sortir. Oui. Oui, c'est. C'est bien, c'est là. Ah oui, le business, c'est une magasin. Ça business. Ah oui, ça c'est quand même 10% de cannabis de CBD, c'est 10 euros, 70%, c'est 150 euros. Et ça peut, comme je dis toujours, alors je vais m'appeler l'enfant. Voilà. Et on s'appelle du sperme d'hippopotame, c'est pareil, il y a personne qui contrôle. Du quoi? Du sperme d'hippopotame. C'est pas bien, alors ça c'est important. Comme le chef du Mais c'est pas trop parce que beaucoup de lait, mais alors de la tout c'est que lui laisse sa corde. Et peut-être pour finir, justement, puisque ChatGPT dit que l'outil est assez de tout, on a déjà parlé de public, mais je pense que ça sert à finir sur cette thématique. Qu'est-ce que vous pourrez adresser comme demande maintenant plus à vos collègues pour dire comment on peut, encore une fois, mieux travailler ensemble avec les médecins et les autres, avec pour au niveau de 9 mois ou 80 heures par semaine, etc. Le fait que vous êtes presque bien traité. Oui, ça va. On avance. Sérieusement, c'est ce que les pistes qu'on peut se donner en réaction. Allez, si on met un peu d'optimisme, d'utopie, pourquoi pas, comment on peut mieux travailler ensemble. Justement, c'est ensemble. Je pense que le défaut du corps médical, c'est de pas savoir travailler en équipe. Mais on veut tous être chef. Hein. Comment? On veut tous être chef. Si on les amitiés individuelles, on ne peut pas. Quand on décide de faire médecine, c'est quand même quelque chose qui n'est pas un travail d'équipe. À la fois dans le concours, à la fois dans le mode d'exercice, on est face à face à son patient et puis on n'a pas l'intention de partager quoi que ce soit initialement. Après, effectivement, quand on a l'expérience et quand on accepte la vie des autres, etc. En plus, la particularité quand même dans le monde chirurgical, on est quand même dans un l'anesthésie, je pense qu'on a une spécialité qui travaille beaucoup en équipe. oui, on est obligé. Les médecins généralistes dans notre cabinet, avoir des correspondants à distance. On travaille, c'est-à-dire qu'on peut aller discuter avec les gens de la douleur, nos chirurgiens, nos collègues, les infirmières qui travaillent. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est jamais tout seul, ce que disait Florence tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'ai pas l'impression d'être une journée tout seul dans mon cabinet à voir personne qui est patient. On a un métier qui a cette avantage-là. Il faut votre monde. Quand tu vis en tant que patient ou des gens, moi je l'ai vécu avec ma belle-mère récemment, une toute une histoire, cancer du côlon, ablation, pas poche, plus poche, et puis une trace de cancer sous-clinique. Et à aucun moment, en famille, on a eu ils nous disent alors qu'on a une vision globale du patient. Parce qu'on sentait qu'il y avait plusieurs corps médicaux qui intervenaient, etc. En plus, rapatriement entre lui et Nancy et un père et question. Mais à un moment donné, on a juste envie de dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner un truc un peu commun, quoi. Même si c'est pas hyper spécialisé dans tout, tu vois. Et c'est vrai qu'encore une fois, ça renvoie à une relation. C'est un médecin référent qui est censé être le chirurgien. Quelqu'un qui l'a opéré, quand même. Ah ouais. Après, je ne sais pas que tout le monde est parfait, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des attentes des médecins aussi de temps en temps qui sont pas Dieu, justement. Et donc le chirurgien, je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément le chirurgien. C'est juste une personne, c'est quelqu'un qui a un anglais et
des informations. Ça peut être aussi un infirmière. Il peut être que le chirurgien ne colle pas de l'eau. Mais oui, ça avait été l'infirmière qui m'avait dit, mais j'aurais su. La problématique de aucune information, il y a une personne qui est d'accord. Il y a aussi la taille technique, on peut appraiser aussi les infirmières. Parce que là, tu sais, pour savoir ce qu'il faut faire, indépendamment. Si le chirurgien n'a pas de chance, il y a une nécessité, etc. Donc voilà, il y a aussi ce genre de choses. C'est juste quelqu'un qui transmet l'information. Mais si on s'en fout du statut, il doit y avoir quelqu'un qui a rendu, et qui peut, au moins, de donner l'information. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a une question sur quelqu'un qui puisse répondre aux questions, parce que l'information, vraiment, elle va plus loin, c'est-à-dire que. Tu sais, on était à un niveau, déjà, pour ça, on va déjà très content. Parce qu'on a vécu des trucs partiels. Après, il y a des effets simples, parce qu'il y a des structures qui concernent très bien. Je pense au centre de sur les prises en charge pour le cancer du sein. Vraiment, tout ça, c'est très bien. Ils font des synthèses, ils sont rodés dans leur parcours patient de pouvoir donner vraiment des bonnes informations. Et en plus, ils orientent très très bien vers les soins de support, donc ils anticipent. Franchement, il y a quand même quelques structures qui accompagnent bien les patients. Après, c'est pas partout. On est d'accord. Est-ce que peut aussi lier au système, par exemple, en hospitalier, où on n'a pas forcément un médecin titré pour comparer avec le système privé, où on va avoir un praticien particulier qui sera le guide tout le long, parce que les parents classiques, c'est lui, et il n'y a pas de gens qui gravent le dos. Donc c'est plus facile. Du coup, ici, on a quand même, si on a la même personne, forcément, il n'y a pas toujours de référent dans le système. C'est vrai que les structures anglo-saxonnes, notamment, quand tu rentres dans une structure d'hospitalisation, ça va vraiment on rajoute ça. Et des fois, le référent, je ne dis pas trop. Mais il y a. Donc, au final, le conseil de chacun, comment on peut faire mieux ensemble pour revenir à ce politiques. Comment? Moi, je sais communiquer avec les personnes. Pardon. Tu m'as approché. Tu vas. Ça veut pas dire de façon. Oui, mais lui, c'est bien. Peut-être finir avec votre. J'ai même fait c'est la première du tout, mais pas avec tout le monde. Là, entre nous, c'est deux patients qui avaient une forte lumière. Comme je t'avais dit, les vraies victoires. C'est tout celle-là. Là, je dis pas, je suis heureux vraiment parce que c'est long et vraiment c'est terrible de pas, elle s'en sort. Et je me la revoyais 6 mois après, et là, elle me fait une drôle de maison. Je voudrais récupérer ses migraines. Elle me demande de récupérer ses migraines alors qu'elle n'en avait plus. Elle voulait les récupérer tout intensément. Simplement parce qu'au moins, c'est pendant qu'elle était migraineuse, elle pouvait être seule et son arbitre qui jouait comme une brute de l'organiser. Voilà. C'est une fois de possibilité. Ah bah oui, ça, je ne savais pas comment dire. Mais c'était ça, ça va pas tarder, c'est vendredi soir. Oui, voilà. Expérience vécue. C'est intelligent, c'est leur poser ça. Si j'ai la famille des soirs en mars, et après, c'est les meilleurs souvenirs. Tu parles de ça. C'est un congrès de sexologues, il y a de ça blindé, on 3 fois ça, une personne, et qui anime le truc, et et puis le mec il dit pour démarrer le petit séminaire, un petit sondage, qui fait l'amour 3 fois par jour? Tout le monde a ça, super!
Bon, allez, une fois par jour. Ah, c'est bon ça. Une fois par semaine. Non, il n'y en a pas reçu. 3, 4, 5, une fois par mois, tout. Les 3 là, tout ça. Et puis bon, on me dit que tout le monde n'a pas répondu. Qui fait l'amour une fois par an? Et là, il y a un effet. Attends, tu te rigoles, quoi. Tu fais vraiment une fois par an, le seul. C'est ce soir. Voilà, je l'ai confirmé. Ça, c'est bien mon chef. Pour le niveau. On soumet les fiches de recrutement, etc. Ils attendent. C'est très très bien payé. On fait pas d'heure.